les différentes tenures de logement. Qui y habite, comment y accéder et comment sont-elles gérées? Généralement, lorsqu'on parle de logement social, on parle d'une formule à but non lucratif qui est donc en dehors de la logique du profit et qui appartient à la collectivité plutôt qu'à des intérêts privés. Les trois formules que nous vous présentons aujourd'hui sont les habitations à loyer modique ou HLM, les coopératives d'habitation et les OSBL d'habitation. Pour ce qui est des HLM, leur mission est d'améliorer les conditions de vie de familles et de personnes à faible revenu en offrant des logements et des services de qualité, tout en favorisant leur pouvoir d'influence et d'action. Les HLM sont administrés par l'Office municipal d'habitation de Montréal. Pour ce qui est des coopératives d'habitation, leur mission est d'offrir un logement à bon prix et les coopératives sont administrées directement par les locataires qui sont membres de la coopérative. Et finalement, pour les OSBL d'habitation, leur mission est d'offrir du logement abordable et sécuritaire à des personnes à faible revenu. Les OSBL d'habitation sont administrés par du personnel qui assure la gestion, la vie communautaire et la sécurité. Bonjour, mon nom est Karine Poitras-Ferland. Je suis préposée à la location au service d'accueil des demandes de logement et de référence à l'Office municipal d'habitation de Montréal. Donc, entre autres, à notre service, on gère les demandes de logement pour les habitations à loyer modique, les HLM. Donc, mais à l'Office municipal, là, il y a différents types là, de propriétés publiques qui sont gérées. Donc, il y a le logement subventionné. Donc, ça inclut les habitations à loyer modique, le HLM, et puis le programme de supplément de loyer qu'on appelle aussi le PSL. Donc, les logements HLM sont gérés par l'Office municipal d'habitation de Montréal, tandis que les logements des programmes PSL, ça peut être géré soit par l'Office municipal d'habitation, soit par des coopératives d'habitation, ou par un propriétaire privé. Donc, en gros, les locataires pour un logement subventionné vont payer l'équivalent de 25% là, des revenus du ménage comme coût de loyer. Donc, à l'Office municipal d'habitation de Montréal, il n'y a pas seulement du logement subventionné, il y a aussi ce qu'on appelle des logements à loyer abordable. Donc, ce sont des logements à prix fixe. Le prix va varier en fonction de différents critères, donc différents facteurs. Donc, dépendamment du bâtiment, de l'emplacement, des types de services qui vont être offerts, de la grandeur aussi. Et puis, normalement, donc, le coût du loyer va se situer sous le loyer médian là, du quartier. Il y a aussi un autre volet pour les personnes âgées, donc il y a un réseau de résidences, de logements abordables pour les personnes âgées qu'on appelle en harmonie. Donc ce sont aussi des logements à prix fixe, mais le coût du loyer va inclure plusieurs services, dont le chauffage, électricité, eau chaude. Il y a un repas par jour, le câble, le téléphone, et puis c'est aussi un milieu de vie, donc il va y avoir des activités là, qui vont être organisées là, dans ce milieu-là. Donc, au niveau de l'admissibilité, il y a des critères là, qui sont fixés pour avoir accès à un logement subventionné comme le HLM. Donc, il faut avoir au niveau du statut, soit le statut de citoyen canadien ou résident permanent, et puis il faut vivre au Québec là, au moment de la demande. Ensuite, l'autre critère de résidence, c'est au niveau de ce qu'on appelle le 12-24. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir habité au moins 12 mois dans les 2 dernières années sur la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, la CMM qu'on appelle. Donc, ça englobe pas seulement l'île de Montréal, mais aussi certaines municipalités sur la Rive-Nord et la Rive-Sud. Un autre critère, c'est au niveau de l'autonomie. Donc, il faut être autonome dans ses besoins. Il y a également le capital qu'on va évaluer. Donc, il ne faut pas que le capital du ménage là, dépasse une valeur de 50 000. Donc, qu'est-ce qu'on entend par capital? Ça peut être tout ce qui est bien, donc placement, compte de banque, des REER ou un bien immobilier. Au niveau des revenus, donc nous, on va regarder le revenu brut du ménage et puis pour l'année précédente. Donc, pas le revenu actuel, mais il y a toujours une année là, de référence qui est fixée, puis c'est normalement l'année d'imposition précédente. Et puis le seuil maximum, dans le fond, il va être fixé selon le nombre de personnes dans la demande. Donc, pour une personne seule, le revenu maximum en ce moment, c'est 30 000. C'est la même chose pour un couple. Par exemple, cependant, si c'est 2 personnes mais qui ne sont pas en couple, ou 3 personnes,
Donc, ça va être 34 500 le montant maximum. Quand on tombe à 4 ou 5 personnes, c'est 40 500. Puis pour 6 personnes et plus, donc le montant, en fait le revenu, le maximum pour être admissible, c'est 55 000. Pour les autres critères, il y a celui qui concerne les étudiants à temps plein. Donc les étudiants à temps plein ne sont pas admissibles si leur seul revenu, c'est les prêts et bourses, à l'exception des personnes qui ont des enfants à charge ou des personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi qui participent à un programme d'études. Ensuite, le dernier critère, c'est concernant les anciens locataires. Donc, les locataires qui ont vu leur bail résilié pour des raisons spécifiques, donc les raisons suivantes ne sont pas admissibles. Donc, un déguerpissement, un non-paiement d'une dette ou un jugement à la régie du logement. Donc, en fait, les critères qu'on vient de nommer, les 7 critères, ce sont les critères qu'il faut remplir pour être admissible et être inscrit en liste d'attente pour le logement subventionné pour les HLM. Cependant, il y a 2 exceptions. Donc, pour les personnes à mobilité réduite qui font une demande de logement adapté et puis pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, le critère de résidence, donc d'avoir habité 12 mois dans les 2 dernières années sur la CMM, sur la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ça ne s'applique pas. Pour les logements à loyer abordable, donc il faut remplir les mêmes 4 critères au niveau du statut au pays, de l'autonomie, par rapport à des études à temps plein et puis le fait d'être un ancien locataire, là, donc avec les raisons qui ont été évoquées là, pour le bail résilié. Si les revenus dépassent les seuils maximums qu'on a nommés plus tôt, donc il y a possibilité d'être admissible pour du logement à loyer abordable. C'est la même chose pour les résidences pour personnes âgées, là, pour le réseau en harmonie. La seule différence, c'est qu'il faut aussi, un autre critère de plus, c'est d'avoir plus que 60 ans pour pouvoir habiter dans ces immeubles-là. Donc, lorsqu'une personne dépose une demande de logement à loyer modique, donc le processus, en fait, c'est dès qu'on reçoit le formulaire, donc on va l'analyser et puis ça doit passer par un comité de sélection. Donc, on a 3 mois pour donner une réponse. Donc, suite au comité de sélection, il va y avoir un avis d'admissibilité si la personne est admissible qui va être envoyé. Et puis, ça va indiquer, en fait, son classement sur la liste d'attente selon la liste d'admissibilité qu'elle est inscrite. Donc, dépendamment du type d'immeuble qui va être inscrit, donc soit famille ou pensionné. Donc, pensionné, c'est pour les immeubles 60 ans et plus. Ensuite, il va y avoir les choix de territoire qui vont être inscrits. Puis, la grandeur du logement, donc dépendamment de la composition de la famille, donc on va l'inscrire sur la bonne grandeur de logement qu'il aurait besoin là, selon le nombre d'occupation. Après ça, le classement, donc la position que la personne a sur la liste d'attente, c'est établi selon un système de pointage, en fait. Donc, il y a des points qui vont être donnés selon l'ancienneté de la demande, puis aussi selon les revenus. Donc, c'est basé là, selon principalement ces 2 facteurs-là. Donc, il y a aussi, pour les logements famille, le nombre d'enfants qui va donner des points, donc supplémentaires. Donc, principalement, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que le classement sur la liste d'attente, il se base principalement selon les revenus puis l'ancienneté de la demande. Donc, la raison pour laquelle on parle de rang puis de classement, c'est que la réalité, c'est qu'il y a des délais d'attente lorsqu'on dépose une demande de logement HLM à Montréal. Donc, il y a toujours environ 22 000 ménages inscrits sur les différentes listes d'admissibilité. Donc, puis le délai pour avoir un logement, ça peut varier de quelques mois à plusieurs années. On parle d'une moyenne d'attente de 5 à 7 ans. Donc, pour faire progresser la demande, en fait, on recommande de mettre à jour le dossier à chaque année. Donc, s'il y a des changements au niveau des coordonnées, adresse, numéro de téléphone. Et puis, c'est important de fournir à chaque année ses impôts pour qu'on puisse mettre à jour aussi la demande au niveau des revenus. Et puis, ultimement aussi, s'il y a des changements dans la composition familiale, mais c'est important de nous informer pour s'assurer que la personne, que la famille soit inscrite sur la bonne liste, dépendamment de la grandeur de logement. Il y a seulement certains cas précis qui peuvent avoir accès à une priorité. Donc, c'est selon certaines situations d'urgence. Donc, il y a dans les cas d'expropriation, il y a dans les cas si un ménage est victime d'un sinistre puis son logement est impropre à l'habitation suite à ça.
Si jamais il y a une application du règlement municipal et puis que l'arrondissement décide d'évacuer un logement parce qu'il est impropre à l'habitation. Et puis, le dernier cas là, de priorité, c'est dans les cas de violence conjugale. Donc, à ce moment-là, la personne peut déposer une demande avec des documents à l'appui pour qu'on puisse présenter au comité de sélection pour cette priorité-là. Donc, voilà, ça fait le tour là, du processus pour une demande de logement HLM à Montréal. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas là, à communiquer avec notre service. Merci. Quelques notions de base sur les coopératives d'habitation. La FECHIM, qui est la Fédération des coopératives d'habitation pour la région de Montréal, regroupe environ 480 coopératives d'habitation, ce qui représente environ 13 000 ménages. Une coopérative d'habitation est une forme de propriété collective qui offre des logements à des prix raisonnables à ses membres. Certaines particularités et certains avantages touchent les coopératives d'habitation, mais surtout, une coopérative d'habitation regroupe des membres actifs. Les coopératives d'habitation sont gouvernées par un conseil d'administration qui est composé de membres de la coopérative. Chaque coopérative d'habitation est indépendante dans la sélection de ses membres. Vivre en coopérative implique une participation, comme faire des tâches ou s'impliquer dans un comité. En moyenne, lorsqu'on vit en coopérative d'habitation, il faut s'attendre à donner environ 10 heures par mois. Une personne qui habite dans une coopérative d'habitation porte 3 chapeaux: locataire responsable, membre actif et voisin respectueux. Comme locataire responsable, la personne signe un bail, paye un loyer, les responsabilités habituelles de tout locataire. Comme membre actif, la personne adhère à un groupe. Elle participe à un comité et aux activités de la coopérative. Elle signe un contrat de membre et doit souscrire des parts sociales. À titre de voisin respectueux, la personne s'engage à respecter les règlements de l'immeuble et à bien s'entendre avec ses voisins. Ensemble, les membres doivent agir comme un propriétaire collectif. Les décisions sont prises de manière démocratique. Dans une coopérative d'habitation, le prix du loyer au bail sera réduit par un rabais de membre. Le rabais de membre est accordé en échange de la participation du membre dans la gestion de la coopérative. Tous les membres de la coopérative bénéficient d'un rabais de membre et les augmentations de loyer sont votées par les membres en assemblée générale. Certains membres de la coopérative peuvent aussi bénéficier de subventions. Pour avoir droit à une subvention, il y a certains critères à respecter, notamment des barèmes au niveau du revenu familial et de la composition du ménage. Également, pour avoir droit à une subvention, il faut être citoyen canadien ou résident permanent. Le contrat de membre, qui confirme l'adhésion du membre à la coopérative d'habitation, contient les engagements du membre, les engagements de la coopérative et le montant du rabais de membre. Certaines coopératives sont entièrement subventionnées, ce qui veut dire que pour être admis dans une coopérative entièrement subventionnée, il faut nécessairement se qualifier dans les barèmes de revenu annuel familial et de composition du ménage. Pour avoir un logement d'une chambre, il faut être une personne seule ou un couple. Pour un logement de 2 chambres, il faut être 2 ou 3 personnes. Pour un logement de 3 chambres, il faut être 4 ou 5 personnes. Et pour un logement de 4 chambres, il faut être 6 personnes ou plus. Également, il faut obtenir un pointage d'au moins 20 sur 30 en regard des critères de sélection de la coopérative et il faut s'inscrire au service Central Logement Coop. Pour soumettre votre candidature dans une coopérative d'habitation, vous devez écrire une lettre de motivation. Dans votre lettre de motivation, vous pouvez faire valoir votre intérêt à vous impliquer dans une coopérative d'habitation et vous pouvez indiquer toute expérience bénévole ou communautaire que vous avez. Également, veuillez indiquer la composition de votre ménage, le nombre d'adultes, le nombre d'enfants, si vous avez besoin d'un logement adapté ou si vous avez besoin d'une subvention, veuillez l'indiquer aussi.
En terminant, nous vous suggérons également d'inscrire ce que vous pensez que vous pouvez apporter à la coopérative et dans quel comité vous aimeriez vous impliquer. Je m'appelle Myriam Allemand. Je travaille présentement à la Fédération des ESBL d'habitation de Montréal, la FOAM, en tant qu'agente à la liaison et aux communications. Aujourd'hui, dans le cadre de la formation Mieux connaître le logement social, je vais vous présenter les ESBL d'habitation. Avant de débuter, j'aimerais quand même vous présenter un peu plus la FOAM. Donc, la FOAM est un organisme qui existe depuis plus de 30 ans et qui regroupe environ 253 OSBL d'habitation, ce qui représente à peu près plus de 18 000 ménages montréalais. Sa mission est de représenter, mobiliser et contribuer au développement des ESBL d'habitation. De plus, on offre de nombreux services à nos membres, que ce soit au niveau des services de gestion administrative ou immobilière, d'offrir du service en ce qui concerne le soutien communautaire ou d'offrir des formations à nos membres qui touchent à de nombreux sujets. Ça peut être des formations sur la gestion, sur les rôles et responsabilités dans le conseil d'administration, des formations plus axées sur l'intervention auprès des locataires et donc aussi beaucoup plus axées sur ce qu'est le soutien communautaire. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu l'organisme pour lequel je travaille, on va aller dans le vif du sujet de la formation, c'est-à-dire c'est quoi un ESBL d'habitation? Qu'est-ce que ça mange d'hiver? Donc, lorsqu'on parle d'ESBL d'habitation, on parle d'organismes sans but lucratif d'habitation. Certains d'entre vous ont probablement entendu parler d'OBNL d'habitation. C'est la même chose. Moi, par habitude, j'utilise le terme OSBL d'habitation. Je vous le dis encore et je le répète encore, OBNL et OSBL d'habitation, c'est la même chose. Donc, un OSBL d'habitation, sa mission, c'est d'offrir du logement abordable à des personnes à faible revenu. On parle ici d'initiatives citoyennes qui sont destinées à répondre aux besoins de logement des personnes fragilisées et exclues de la société. Il y a autant d'OSBL d'habitation qu'il y a de missions. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des OSBL d'habitation dont la mission est d'offrir du logement pour des personnes seules, pour des personnes aînées, par exemple pour des femmes victimes de violences conjugales, pour des personnes à risque d'itinérance, pour des personnes ayant des problèmes, on peut penser à des problèmes de santé mentale ou des personnes qui ont des handicaps visibles ou invisibles. Par exemple, on a un ESBL d'habitation qui, lui, offre du logement abordable pour les personnes sourdes et aveugles. En ce qui concerne un peu le portrait des OSBL d'habitation sur l'île de Montréal, il y a à peu près 10 de nos OSBL membres qui offrent du logement auprès des familles, 28 pour les personnes seules avec des besoins spécifiques, 30 pour les aînés et environ 32 pour les publics mixtes. Donc, c'est un mélange un petit peu de tout. Donc, ça peut être des aînés autant qu'avec des familles ou des aînés, des couples d'aînés avec des personnes seules, etc. Ou, bref. C'est une grande variété. Les ESBL d'habitation sont gérés par des conseils d'administration indépendants. Les membres qui sont sur le conseil d'administration ne sont pas nécessairement les résidents de l'habitation, mais ils peuvent l'être. Donc, ce sont des conseils d'administration qui sont bénévoles, qui sont élus à chaque année lors d'assemblées générales. Les conseils d'administration, ce sont eux qui vont assurer la gestion de l'immeuble. Donc, selon leurs moyens, c'est eux qui vont engager du personnel pour effectuer soit la gestion administrative ou immobilière, ou du personnel qui vont être là pour offrir du soutien communautaire, donc de l'intervention auprès des locataires. Les locataires, eux, peuvent contribuer à la vie démocratique et à la gestion de l'organisation, que ce soit en siégeant au conseil d'administration, que ce soit en exerçant leur droit de vote aux assemblées générales ou en participant à des comités exécutifs. On peut penser à des comités exécutifs pour des événements ou pour du jardinage, etc. Ce n'est pas obligatoire, c'est selon la volonté des locataires et selon leur capacité à le faire. Il y a des OSBL d'habitation, en fait, selon le programme qui a permis à l'émergence de l'ESBL d'habitation, il peut y avoir des logements qui ont un supplément au loyer, qui ont un supplément au loyer. Il y a aussi, dans les différentes OSBL d'habitation, il y a une offre de logement non subventionné,
subventionné ou une offre de logement abordable. Lorsqu'on parle de logement subventionné, c'est qu'ils sont subventionnés à 25% du revenu du locataire. Donc, c'est ce que le locataire paye, il paye vraiment que 25% de son revenu. Les OSBL d'habitation qui vont offrir du logement subventionné doivent se conformer aux mêmes exigences que pour un logement HLM. En ce qui concerne les logements abordables avec des subventions, ce sont les OSBL elles-mêmes qui établissent un critère ou des critères supplémentaires qui vont leur permettre de répondre à sa mission et donc à la sélection de locataires. Par exemple, si on parle d'un OSBL qui offre du logement vers les aînés, il va imposer une certaine limite d'âge. Si on parle d'un logement qui offre, si on parle d'un OSBL, pardon, qui offre du logement pour des femmes victimes de violences, c'est bien évident qu'il n'y aura pas d'hommes locataires dans cette OSBL d'habitation. Comme je l'ai dit, il y a tellement une variété d'OSBL d'habitation, il y a tellement une variété de missions. C'est préférable si vous êtes intéressé à intégrer un OSBL d'habitation, de prendre contact avec l'organisme pour connaître sa mission avant de soumettre sa demande de logement. En ce qui concerne la sélection des locataires et tout, chaque OSBL d'habitation a un comité de sélection des locataires. Donc, celui-ci a pour tâche de classer la recevabilité des demandes dépendamment des critères qui ont été définis par l'organisme. Et puis après, par la suite, ils vont convoquer les locataires selon la disponibilité des logements à une entrevue. C'est important de noter que le temps d'attente peut être plus court que pour les logements HLM. Par contre, il est important aussi de comprendre que correspondre aux critères est souvent beaucoup plus important que l'ancienneté de la demande. OK? Donc, vraiment, parfois, les critères, si, imaginons, si un comité de sélection regarde une liste et dit cette personne, toute notre liste de critères, elle est coche, peu importe son ancienneté de sa demande, il va être sélectionné versus d'autres locataires. Désolée, je prends une petite pause. Si vous êtes intéressé à vous inscrire dans un logement, dans un OSBL d'habitation, je vous avertis d'avance qu'il n'existe pas encore de ressources qui regroupent l'ensemble des OSBL d'habitation et ce pour différentes raisons. Une des raisons principales, c'est que l'on trouve plusieurs modèles, plusieurs missions et plusieurs clientèles différentes. Et puis certaines aussi préfèrent, dans le cadre de leur mission, préfèrent que le processus soit un peu plus anonyme ou ne veulent pas que leur adresse soit diffusée, etc. Donc, il n'y a pas nécessairement de guichet unique où les gens peuvent vraiment s'inscrire. C'est donc à vous de faire de votre recherche et à vous de contacter l'organisme qui vous intéresse. Par contre, il y a quand même certaines ressources disponibles pour vous aider. Par exemple, le site web de la SHQ a un moteur de recherche des OSBL qui ont été construits avec le soutien du gouvernement. Vous pouvez y accéder dans la section répertoire des organismes sur le site web de la SHQ. Il existe aussi de nombreuses ressources gouvernementales pour vous aider dans votre recherche. Par exemple, il y a le programme d'aide au logement de la SHQ. Le site web de la Ville de Montréal vous aide aussi. Ils ont une section justement sur la recherche d'habitation et de logements abordables. Il y a aussi la Régie du logement qui peut vous aider. Également, il y a les comités logement qui sont un important maillon dans le monde du logement social, ainsi que dans la défense des droits des locataires qui peuvent aussi vous aider à vous diriger dans votre recherche de logement abordable.